Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakumbi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonjour et bienvenue, Madame, Monsieur, sur Sangouya Congo, votre média d'information avec Maître Georges Kapiamba aujourd'hui, sujet d'actualité de notre pays. D'abord, Madame, Monsieur, je rappelle qu'on va commencer avec la journée des sensibilisations de femmes sur les réformes prioritaires dans les secteurs de la justice, lutte contre la corruption et droits humains. C'est la journée qui a été animée aujourd'hui par le président de la CAGE. Maître Georges Kapiamba, pourquoi cette initiative? Oui, c'est une initiative qui résulte d'un programme que la CAGE nous avons mis en place depuis le début de l'année 2020 avec l'appui de NDI, qui est une organisation américaine, afin de sensibiliser davantage les hommes et les femmes de toutes les catégories professionnelles différentes sur les priorités qui doivent être vite menées dans le secteur de la justice, la lutte contre la corruption et les droits humains, parce que nous avons pensé que c'est de cette manière-là que nous pouvons accompagner notre gouvernement pour le bien de la population congolaise. Pourquoi les luttes contre la corruption et les droits humains? Pourquoi les 2 concepts? Alors, en fait, nous mettons les 3, justice, lutte contre la corruption et les droits humains, pourquoi? Parce que ce sont des activités qui rentrent dans le programme État de droit et bonne gouvernance. Et vous savez que nous ne pouvons pas avoir un État de droit s'il n'y a pas bonne gouvernance. Il n'y a pas État de droit ou bonne gouvernance si la justice ne fonctionne pas. La justice n'opère pas comme il se doit. C'est avec vous qu'on va parler des quelques sujets d'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. D'abord, on va commencer avec cette journée que vous avez initiée en faveur de la justice, en faveur de la lutte contre la corruption, mais aussi de droits humains. On va en parler ici. On partira du côté de l'EPST pour parler du procès des détournements qui commence demain, pour voir quel impact finalement sur l'état des droits qu'a prôné depuis le début de son mandat les présidents de la République. On partira du côté de la sécurité, la lutte contre la sécurité. On va voir ce qui s'est passé à l'est de la RDC avec le colonel déserteur Charles Sematama, et on va aller du côté du gouvernement pour voir qu'est-ce qui a constitué finalement l'objet des consultations du Premier ministre, alors qu'il y a eu quand même Bati Bukwebo qui a consulté et qui lui a remis le jour qui a suivi sa nomination les rapports de son information ou de son identification de la majorité
pour l'Assemblée nationale. Et puis on va finir par la priorité du prochain gouvernement qui va arriver dans quelques jours, estimons-les comme ça. Maître Georges Kapiamba, vous venez de présider actuellement, là, tout à l'heure, là plutôt, la journée qui a porté sur la sensibilisation des femmes sur les réformes prioritaires dans les secteurs de la justice, lutte contre la corruption et les droits humains. Pourquoi cette journée? Non, nous avons organisé, c'est une journée qui s'inscrit dans d'autres journées de sensibilisation que nous avons organisées depuis janvier 2020 et nous poursuivons ça encore cette année. C'est un programme que nous avons mis en place avec l'appui de notre partenaire NDI et ça nous permet de sensibiliser les femmes et les hommes qui sont plus engagés à pouvoir maîtriser ce que c'est d'abord la justice, sa place dans un état de droit, mais surtout la nécessité de réorganiser cette justice pour qu'elle puisse jouer les rôles que tout le monde attend d'elle dans la lutte contre la corruption et surtout dans la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Pourquoi le choix du concept justice, concept lutte contre la corruption, mais aussi droits humains? Ce sont des secteurs d'activité que nous avons choisis qui rentrent dans le cadre de notre programme État de droit et bonne gouvernance. Nous accompagnons les gouvernements, les pouvoirs publics à commencer ou à mettre en place un certain nombre de réformes que nous jugeons prioritaires, qui ne sont pas coûteuses et lesquelles réformes sont aujourd'hui consensuelles. Que ce soit dans le secteur de la justice, où nous insistons sur la nécessité de la création de 2 sections au sein des parquets pour lutter premièrement contre l'impunité des crimes graves, c'est-à-dire crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide, et l'autre qui doit lutter contre la corruption. Et nous ajoutons aussi, en ce qui concerne le secteur de la justice, il faut absolument que les gouvernements ainsi que le pouvoir judiciaire s'harmonisent sur la digitalisation et l'informatisation du travail de l'ensemble de la justice. Dans le secteur de la lutte contre la corruption, nous insistons premièrement sur le renforcement du cadre légal, qui est un cadre qui date de très longtemps. Le code pénal en matière de lutte contre la corruption, ce sont des anciennes dispositions qu'il faut renforcer aujourd'hui, notamment en augmentant le nombre de peines. Aujourd'hui, nous sommes à 20 ans. Nous suggérons dans le cadre de notre réforme qu'on augmente ça, qu'on passe à 30 ans. Et pourquoi pas décider aussi de prévoir la peine de prison à perpétuité pour les personnes qui seront reconnues auteurs ou co-auteurs de crimes de corruption, détournement de deniers publics ou blanchiment de capitaux. Et nous insistons aussi sur le fait qu'il faudrait que les crimes de corruption deviennent des crimes imprescriptibles. Et enfin, dans le secteur des droits humains, nous insistons sur l'application effective du protocole de Maputo, parce que c'est un protocole qui introduit des mécanismes devant protéger suffisamment les droits de la femme. Brièvement, c'est quoi le protocole de Maputo? Alors, le protocole de Maputo, c'est un instrument, c'est une convention qui a été adoptée par les pays membres de l'Union africaine. C'était à Maputo, on l'appelle Maputo, c'est en référence à la ville où le sommet des chefs de l'État s'était tenu. Et ce protocole s'ajoute à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les avantages de ce protocole, c'est qu'il insiste sur l'urgence pour les États africains à prendre des lois au niveau interne qui devront premièrement faciliter l'accès des femmes aux institutions publiques ou mieux aux organes devant prendre des décisions dans la société, et enfin aussi la nécessité de prendre des lois ou de modifier celles qui restent en ce qui concerne la répression de l'avortement, qui devra aller dans le sens de considérer qu'un avortement qui aura été réalisé à la suite d'une grossesse contractée par une femme ou jeune fille dans les conditions par exemple de violences sexuelles, c'est-à-dire viol, ou à la suite de rapports sexuels incestueux, ou parce que la dite grossesse met en danger
la vie de la maman, ce sont là les hypothèses pour lesquelles on peut autoriser un avortement sécurisé, c'est-à-dire un avortement thérapeutique qui est considéré comme un remède, une solution afin de protéger la vie de la femme ainsi que sa vie. Maître Georges Kapiamba, en vous entendant parler de la grossesse menace la vie de la femme, la vie de la mère porteuse de cette grossesse-là, vous pensez qu'il y a moyen de détecter ce que la grossesse elle est dangereuse? Parce que moi, par exemple, je donne un exemple, hein, madame, monsieur, je suis tombée enceinte et je me vois dans l'impossibilité, et peut-être que la personne qui m'a engrossée n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, et que moi-même, je ne veux pas non plus accoucher d'un enfant avant d'aller au mariage, parce que bon, par mégarde, par prudence, je suis tombée enceinte. Je peux tout simplement justifier que ben voilà, cette grossesse me menace et je vais avorter. Ce n'est pas une voie que vous donnez, donnez aux gens de pouvoir avorter facilement. Non, il faut savoir que dans le cadre du protocole, les hypothèses admissibles pour un avortement qui doit être considéré comme ne pouvant pas exposer à la fois la femme ou les personnes qui vont l'entourer, sans oublier le personnel médical, à des sanctions, c'est seulement dans les trois hypothèses. Il faudrait que la femme démontre que cette grossesse provient des rapports sexuels qui lui auraient été imposés à l'occasion d'un viol, ou c'était des rapports qu'elle aurait eu avec une personne membre de sa famille, c'est-à-dire qui vont revêtir les caractères d'inceste, ou que sa vie est effectivement nagée. Alors, la question fondamentale, et là je comprends votre préoccupation, qui doit constater cela. Et ça ne doit pas être la femme ou la jeune fille elle-même qui va venir déclarer que, voilà, moi, la grossesse rentre dans les catégories des hypothèses prévues par les protocoles, et puis on va la croire. Non, il faudrait que cela procède d'une vérification, d'une attestation faite par les professionnels. En ce qui concerne une grossesse, par exemple, présentant des dangers pour la vie de la femme, ça ne peut être que les médecins. Il faut que les médecins fassent les checks, les examens nécessaires, et puis qu'il arrive à conclure que non, c'est une grossesse qui risquerait, si elle la garde, d'emporter sa vie, et avec un document écrit à ce moment-là, on pourra admettre. En ce qui concerne le rapport incestueux, ça ce sont des choses qui peuvent s'établir à la suite, par exemple, d'une dénonciation avec les témoignages dans la famille. Bref, que ce soit pour les rapports incestueux comme pour le viol, il faudrait qu'il y ait l'intervention principalement de l'officier de police judiciaire. Mais vous êtes quand même conscient du niveau de la corruption dans ces pays. Je suis capable de payer un officier et de venir témoigner que voilà, cette grossesse est à haut risque et que je risque de perdre ma vie. Non, je pense que c'est vrai que notre société, là où la corruption est devenue endémique, c'est-à-dire elle a gagné tous les secteurs de la vie nationale, mais je crois que il suffirait seulement de mettre en place ces mécanismes de surveillance avec des hommes et des femmes intègres pour en surveiller. On pourra prévenir ce genre de corruption en ce qui concerne l'établissement ou la certification de ce genre de cas. Voilà, je crois que c'est clair, hein, pour ceux qui vont penser peut-être que c'est une occasion pour moi d'avorter, c'est une occasion pour moi de justifier mon avortement. Je crois que c'est aussi bien clair que ça pour vous faire comprendre de quoi il est question dans ces protocoles Maputo. Maître Georges Kapiamba, vous êtes parmi ceux qui ont toujours milité pour la justice, l'équité dans toutes les classes sociales de notre pays. Aujourd'hui, il y a l'EPST le procès va débuter demain pour détournement. Vous êtes quand même, vous vous réjouissez, vous êtes content du fait qu'il y ait un procès qui va commencer dans ces secteurs-là? Bien sûr, nous sommes contents parce qu'en fait, vous savez que nous venons, c'est-à-dire notre pays, nous venons de traverser une très longue période de léthargie constatée curieusement du côté de la justice en ce qui concerne les poursuites et la répression des crimes de corruption, de détournement et de blanchiment de capitaux. Cela a eu comme conséquence que
tous les secteurs de la vie nationale ont été paralysés, ne fonctionnent pas par manque de moyens, mais aussi à cause de la présence des corrupteurs et des corrompus et des détourneurs de fonds publics qui jouissaient pour qu'ils continuent à jouir de l'impunité. Bon, maintenant que la justice a été suffisamment sensibilisée et qu'ils commencent à s'occuper de ce genre de dossiers, ils ont compris que vous êtes magistrat, vous êtes personnel judiciaire, vous êtes payé, entretenu avec l'argent du contribuable congolais, mais qui, lui, malheureusement, souffre à cause de ces antivaleurs. Il faut agir. Et dans un état de droit, la justice n'a pas d'autre mission que, notamment, d'assurer la protection des droits de l'homme. Mais on protège les droits d'un peuple, des citoyens, que lorsque vous, justice, vous savez vous émouvoir, lorsque vous apprenez qu'il y a des gens qui volent l'argent de l'État, qui est pourtant nécessaire et indispensable pour apporter des solutions à caractère socio-économique au du peuple. Mais la justice, les magistrats, quand vous croisez les bras, ça veut dire que vous vous rendez vous-même complice de ces actes-là, vous les encouragez. C'est vrai que nous savons qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que le secteur de la justice lui-même est encore infecté de quelques magistrats, quelques agents judiciaires qui continuent à se donner ou à s'adonner aux pratiques de corruption et de détournement des deniers publics. Donc c'est un grand travail qui doit se poursuivre. Il faudrait que la hiérarchie de la justice veille aussi à faire démasquer ces magistrats qui vont continuer à s'adonner à la corruption et que ces gens soient identifiés, sanctionnés pour que ça soit un avertissement fort lancé à tout le monde pour dire plus jamais en République démocratique du Congo, on ne pourra accepter ce genre de choses. C'est ce qui pourra contribuer à faire accroître même les recettes de l'État et permettre ainsi au gouvernement de financer tous les programmes, principalement à caractère social des Congolais et des Congolaises. L'inspection générale des finances a élaboré un rapport dans lequel on trouve 19 000 écoles fictives qui existent mais qui sont pourtant payées par l'État congolais. Est-ce qu'il faut tenir directement le ministre de l'EPS, Théouli Bakonga, en tant que responsable de tout ça? Non, je sais que ce n'est pas à ce stade que nous pouvons établir la responsabilité de X et Y. Je sais aussi que le dossier a été déjà transmis à la justice et nous continuons à surveiller, à rester mobilisés pour voir ce que la justice va faire. Mais entre-temps, nous avons appris tous que le premier procès sur ce dossier va démarrer ce vendredi à la prison de Makala. Nous nous en félicitons. Nous attendons suivre ça parce que la CAJ, nous aurons notre équipe d'observateurs. Nous allons suivre ça pour voir ce que va dire en définitive la justice. Mais ce que nous pouvons demander, c'est que les fautifs soient identifiés et sanctionnés de manière exemplaire conformément aux lois de la République. Dossier Bukangalozo, une petite parenthèse. L'IGF a également élaboré un rapport sur Bukangalozo, mais apparemment, ils ne se comprennent pas, les deux parties. La partie IGF, la partie concernée Matata Ponyo. Pour Matata Ponyo, il n'y a rien dans toutes ces affaires de détournement, mais pour l'IGF, il y a eu détournement de plus de 200 millions. Est-ce qu'il faudrait également partir par un procès pour établir les responsabilités? Alors, selon les rapports de l'IGF, il y aurait eu 205 millions non justifiés, c'est-à-dire qui auraient été volés, soustraits pour projet, et que les 10 dossiers a été déjà transmis officiellement au parquet général près la Cour constitutionnelle, étant donné que parmi les suspects, il y a l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui est aujourd'hui sénateur, et qui est justiciable de la Cour constitutionnelle parce qu'ayant été Premier ministre. Donc, nous sommes tous mobilisés, nous continuons à espérer que le parquet, qui a le dossier aujourd'hui en charge, pourra incessamment saisir les juges compétents pour que la vérité soit connue. Pour que la vérité soit connue, regardez tout ce qui se passe avant d'évoluer pour un autre sujet. Est-ce qu'il faut estimer que les avancées sont considérables pour ce que le président de la République appelle l'état de droit?
Alors, utiliser l'expression considérable, je crois que c'est encore très tôt. Il y a eu quelques avancées, quelques efforts que nous saluons, qui ont été fournis du côté du président de la République, du côté de la justice. C'est déjà une bonne chose, sans oublier la mobilisation aujourd'hui qui est tout azimut au niveau de la population congolaise, la société civile, les professionnels des médias que vous êtes, nous, les ONG de défense des droits de l'homme. Et donc, cette mobilisation est en train de contribuer à faire émerger un nouvel esprit. Et voilà pourquoi nous disons que nous devons maintenir cet élan. Parce que si nous lâchons, nous risquerons encore de reculer à au moins plus de 20 ans en arrière. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer en un seul jour. Il faut travailler, il faut continuer à travailler et nous devons rester encore debout pour regarder ce qui va se passer avec les prochains gouvernements. Parce que, comme presque la majorité des Congolais se sont exprimés, nous espérons que le président de la République et le Premier ministre veilleront à ne pas engager dans les 10 gouvernements des femmes ou des hommes au passé problématiques, controversées par rapport à leur gestion ancienne et qu'ils prendront déjà en considérant tout simplement leurs compétences, leur expertise, mais surtout leur sens d'éthique et de moralité. On y reviendra pour la formation du gouvernement qui mérite d'être qui au sein de ces prochains gouvernements. Mais on continue avec la SYNCO qui a fait une communication aussi importante par rapport aux enjeux politiques de l'heure dans notre pays. Mais la SYNCO a insisté sur l'importance de pouvoir organiser les élections générales en 2023. Maître Jean Skrapiamba, c'est prioritaire pour le peuple congolais qui manque de l'eau dans son propre pays, qui manque d'électricité dans son propre pays, les taux de chômage, on ne sait pas comment on l'estime. Non, je pense c'est vrai que sur le plan du principe, nous devons nous mettre d'accord pour dire que la liberté d'expression et d'opinion constitue des droits fondamentaux et que chacun peut s'exprimer. Mais parce que vous posez la question principalement de savoir si c'est opportun d'en parler aujourd'hui, là je vous dis qu'à notre avis, non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais ont tous les yeux braqués sur le prochain gouvernement, sur le président de la République, pour apporter des solutions à leurs problèmes qui sont des problèmes de tous les jours. Comment avoir accès à l'eau, à l'électricité, au logement, au travail, mais aussi aux soins médicaux. Comment arriver à résoudre les problèmes aujourd'hui qui résultent de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des menaces à gauche, à droite, principalement dans les écoles conventionnelles, catholiques ou les autres. Il faut arriver à résoudre ces problèmes, mais aussi des problèmes d'ordre structurel, d'ordre aussi logistique, parce qu'il y a eu un engouement important. Si je ne peux que m'en tenir aux chiffres donnés dernièrement par le ministre Willy Bakonga, il y a eu plus de 7 millions d'enfants qui se sont ajoutés, qui se sont déversés dans le secteur de l'enseignement, qui doivent être pris en charge sur tout le plan, notamment matériel scolaire, sur le plan des infrastructures. Il faut construire de nouvelles écoles, il faut construire de nouveaux bureaux pour le personnel scientifique, et il faut aménager des salles pour leurs jeux et consorts. Donc, ce sont de nouveaux défis pour lesquels aujourd'hui les gouvernements, ainsi que sous le leadership du président de la République, doivent prendre à bras le corps. D'autant plus que nous sommes aujourd'hui en 2021. Les prochaines élections, c'est dans au moins 3 ans. On ne peut pas aujourd'hui tous nous croisons les bras. Nous disons non, commençons seulement à parler des élections. Il y a des gens qui meurent. Et chaque jour, vous suivez à l'Est. Voilà ce qui nous paraît, nous, comme plus urgent aujourd'hui à mettre sur la table et des questions autour desquelles tous nous devons nous mobiliser pour accompagner le président de la République et les gouvernements et nous assurer que toutes les promesses que le président de la République a faites, principalement dans ce secteur, sont tenues. Donc voilà, pour nous, c'est ça
vision des choses, c'est vrai que la question des élections peut intervenir de manière incidente en ce qui concerne les réformes. Oui, mais parler de réformes, ça c'est une activité qui doit être menée par le nouveau Parlement avec la nouvelle majorité requalifiée. Et donc, moi, je suis d'avis avec la CAJ que nous devons aujourd'hui arriver à prioriser les problèmes que veulent les Congolais aujourd'hui. Les Congolais sont trop fatigués par des discussions, des débats qui risquent de s'éterniser seulement sur des problèmes politiques. Les Congolais veulent aujourd'hui se faire satisfaire par des réalisations concrètes. Et donc les discussions politiques pourront venir le moment opportun. Parlons des gens qui sont tués à l'est du pays. Le colonel déserteur Charles C. Matama a rejoint les camps Bijambo depuis les vendredis derniers. C'est un colonel rwandais, selon les représentants de la société civile dans cette partie-là du pays. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter ce qu'on peut appeler infiltration au sein de l'armée, pendant qu'à Kinshasa, il y a des résolutions qui sont prises. Il y a le président qui a même promis d'aller habiter à l'Est, mais jusque-là, les compatriotes pleurnichent à cause de cela. Bon, moi je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de réflexions sur la réforme de l'armée. Il y a eu des lois qui ont été déjà adoptées. Il faut voir maintenant essayer d'évaluer la mise en œuvre de toutes ces résolutions qui ont été adoptées dans le secteur de la réforme du secteur de sécurité, qui comprend l'armée, la police et les services de sécurité. Et ce qui a été déjà prévu doit être appliqué ou à tout le moins adapté aux circonstances actuelles pour réorganiser l'armée, pour lui permettre de monter suffisamment en puissance, mais surtout sans oublier qu'au sein de notre armée, la police, les services de sécurité, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un passé de crimes. Ces gens doivent être rapidement identifiés dans un cadre des mécanismes de tir, doivent être exclus de l'armée, de la police, bref, des forces de défense et de sécurité, pour les mettre à la disposition de la justice, qui répondent de leurs actes. Puis plus tard, d'autres devront être démobilisés et aider à reprendre la vie civile. Avant d'aller chuter, le bureau définitif du Sénat, nous avons vu, l'élection s'est déroulée il y a quelques jours, sans surprise, Lukwebo président. Mais la question qui suscite beaucoup d'engouement et qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux est celle de savoir si on continue à parler du changement qu'a prôné le président de la République, changement. Il y a même une commission des changements des mentalités avec la présence de Mme Carole Aguito, qui a été DG de la SONAS. Et au regard de sa gestion de la SONAS, aujourd'hui, on peut continuer à croire qu'il y a changement au sein de l'institution. Bon, je sais que c'est quand même une situation regrettable, ce qui est arrivé, parce que déjà, la CAJ, nous avions pris position pour regretter publiquement le fait que la direction de l'Union sacrée pour la nation ait avalisé déjà sa candidature. Nous pensions qu'ils avaient encore une marge de manœuvre pour corriger. Ça n'a pas pu être. Nous avions appelé les sénateurs à devoir voter utile, mais nous avons tous été mis devant un fait accompli en constatant que c'est elle qui est passée. Vous savez, même sur Twitter, il y a même des gens qui ont écrit en disant George Chambers, en ce moment, ici en train de pleurer. Donc, vous comprenez, bon, je ne fais que rigoler pour dire que, bon, ceux qui pensent aujourd'hui fêter par rapport aux milliers de Congolais, parmi lesquels il faut avoir une pensée, une solidarité envers les agents de la SONAS qui ont été soumis à des conditions de travail difficiles, qui ont vécu des moments et des moments sans être payés pendant que Madame s'écoulait la douce. Ces gens ont droit quand même à être suivis, à être pris en compte. Mais alors, nous sommes là, la situation est là. Est-ce que c'est ça qui peut briser les sentiments, les changements? Je crois que c'est encore très tôt.
Voyons voir comment est-ce que les choses vont évoluer après la publication du prochain gouvernement. Mais restons mobilisés, médias et vous et nous, pour surveiller le travail de Mme Aguito. Aujourd'hui, elle doit savoir que tous nous allons nous organiser pour surveiller sa gestion, surveiller la gestion de l'ensemble du bureau. Vous savez, nous avons beaucoup, la CAGE, nous avons fait beaucoup de publications sur la gestion du bureau Alexis Tambwe Mwamba. Nous n'avons pas eu pitié d'eux. Et donc, nous allons continuer avec les mêmes monitoring, même surveillance du fonctionnement du Sénat, de son bureau, parce que c'est une des institutions importantes. En définitive, vous savez, la CAGE, nous avons toujours demandé qu'on ouvre un débat national sur l'utilité encore de cette chambre. Pour nous, je ne dois pas vous cacher, pour la CAGE, nous avons toujours été pour la suppression du Sénat. Et il faudrait qu'on arrive, les Congolais, que nous prenions notre courage, que nous engageons les politiciens pour qu'on supprime le Sénat parmi les chambres de notre Parlement. Parce que c'est une chambre qui coûte cher aux contribuables congolais pour rien. C'est devenu aujourd'hui comme une chambre de recyclage. Des gens qui ont eu à commettre des crimes économiques, corruption, détournement à gauche, à droite, qui vont aller là-bas pour se recycler et commencer à bouffer gratuitement l'argent de l'État. Et donc, je peux vous assurer que la CAGE, à partir du mois prochain, nous allons définir un programme de monitoring assez actif sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et systématiquement, tous les abus que nous constaterons, nous allons les dénoncer et préparer des dossiers même pour saisir la justice. Et pour finir, le Premier ministre qui a procédé aux consultations, c'était pourquoi, Maître Jean-Charles Kemba? Parce que déjà, initialement, c'est le président qui a consulté, après le président a nommé un informateur qui a également consulté. Et le Premier ministre vient encore consulter. Ce n'est pas du gaspillage du temps pendant que les gens ont soif de voir ces gouvernements en train de travailler. Oui, je sais que cette question est revenue. J'ai lu ça dans les réseaux sociaux. Beaucoup de Congolais qui se sont posé la question. Tout cela, c'est en comparaison avec ce qui s'est fait ailleurs. Je sais qu'ailleurs, dans des sociétés démocratiques, dès qu'on a les noms du Premier ministre le matin, le soir ou plus tard dans les 48 heures, on a le gouvernement. Mais nous avons encore des tares qui continuent à nous poursuivre. Il faudrait que la société, notre société, nous arrivions à faire un effort pour supprimer ce genre de comportement. On ne peut pas. C'est vrai, dans un pays où tout aujourd'hui se présente en urgence, gaspiller 2 semaines, par exemple, pour les consultations et la composition d'un gouvernement. Je sais qu'il y a des contingences d'ordre politique, mais nous pouvons faire un effort de manière à ce qu'on commence avec ces consultations en sous-marin avant même de faire connaître le Premier ministre. On peut discuter parce qu'à partir du moment où on connaît déjà tous les groupements politiques qui constituent la majorité parlementaire, on peut déjà mener avec ces gens, ces responsables, des discussions pour constituer le gouvernement, mais aussi élaborer les axes principaux de son programme. Donc à ce moment-là, ça va nous permettre de gagner du temps et de ne pas dupliquer. Parce que comme vous l'avez dit, le président de la République a fait des consultations. Les Congolais se sont exprimés, ce sont les mêmes groupes, sur ce qui doit être un programme du gouvernement en urgence. Donc, les éléments étaient déjà là. Bon, le Premier ministre a procédé aussi à ce même exercice, peut-être principalement pour essayer de discuter avec les groupements politiques sur la répartition de la représentation de chacun au sein du gouvernement. Peut-être ça, mais ça a pris quand même beaucoup de jours. Ça va et là, faire on a bientôt. l'impression que l'Union sacrée en question, il n'y a pas encore vraiment d'une organisation. On ne sait pas, le président ne sait pas Il faut qu'ils désigner lui-même. s'organisent. Ils doivent s'organiser en une plateforme fondée sur base d'une charte que les Congolais et les Congolaises doivent connaître les principes parce que c'est de notre droit de voir comment les juger sur base des principes écrits.
qui mérite d'être qui au sein du gouvernement? Je vous ai entendu parler de l'intelligence, de l'expérience et comment on saura que cette personne, même si elle est intelligente, elle ne va pas détourner, elle ne va pas voler de l'argent du trésor public? On ne peut pas les pronostiquer, on ne peut pas l'évaluer à l'avance. Mais nous avons aujourd'hui des éléments objectifs sur base desquels on peut partir et décider, se déterminer d'employer X ou Y, c'est-à-dire la compétence. Hein. Il y a des personnes ou des personnalités aujourd'hui connues par leur expérience rompue, leur expertise dans les différents secteurs qui intéressent le portefeuille du gouvernement. Ça, c'est connu. On peut procéder même par des témoignages pour s'assurer de leur capacité à accomplir les tâches qui leur seront données. Mais surtout et surtout alors, il faut qu'on vérifie la moralité de chacun. Et pour ça, madame, vous savez que comme dans tous les autres pays, et ça a toujours été dans la pratique dans ces pays depuis des années, de l'époque de Mobutu, on met toujours à profit les services de renseignement pour essayer un peu de s'informer sur le parcours de X, Y, comment a toujours été son comportement dans les milieux professionnels, quelles ont été ses faiblesses, quels ont été ses points forts. Ces agents sont employés par l'État notamment pour fournir ce genre de renseignements qui peuvent constituer une référence pour dire oui ou non, celui-là est valable. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose pour arriver à avoir de bons ministres pour la République. Mais surtout, il faut qu'on évite de tomber dans la camaraderie. Si vous choisissez les ministres ou dans le népotisme, vous prenez des gens parce qu'ils sont proches à vous, c'est votre fils, c'est une parenté à vous, membre de famille, tribal, etc. Il faut qu'on mette fin à ça. Les ministres sont nommés pour servir tous les Congolais, toutes les Congolaises, et ils ne doivent pas être pris seulement en fonction de leur appartenance tribale ou ethnique. On doit mettre fin à ça. Pour terminer, vous avez parlé de renseignement. Au Congo, nous avons l'impression que les services de renseignement comme celui de Kalev Moutonde étaient là pour traquer les politiciens, pour ne pas vous opposer à Kabila. C'est devenu une police politique. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on ne sait plus. Ils font quoi, naturellement? Bon, ils font quelque chose, mais ce n'est pas encore au point. Ça, je dois être sincère avec vous. Parce que, vous savez, nous faisons un monitoring de fonctionnement des institutions de l'État, notamment même de nos services. Il n'y a toujours pas de professionnalisme. Il y a encore au sein de nos services de renseignement beaucoup de brebis galeuses. Des gens qui ont fondé toute leur vie professionnelle que sur les antivaleurs, corruption, racketter les opérateurs économiques. Des gens, vous êtes agent de renseignement, vous vous faites facilement ami à un Libanais, à un Indien, pour commencer à aller commander un sac de riz, un sac de foufou, un carton de poissons, etc. Vous savez, il y a encore, ils sont nombreux qui sont comme ça. Et nous devons continuer à les pousser nos autorités à faire de nos services de renseignement des services professionnels, avec des gens qui ont une bonne expérience, parce que ce sont des analystes. Mais lorsque vous prenez des gens, dont je m'excuse du terme, qui font partie d'une racaille de gens, des groupes qui ont été mis là-dedans sur base de considérations politiques et tribales, depuis des gens qui ne méritent pas, des hommes comme des femmes, qui sont encore dans ces services-là jusqu'à ce jour. Des gens qui ne savent même pas faire les analyses de la situation, moins encore rédiger. Mais ils sont là pour seulement des raquettes. Aller raqueter des Libanais, voler les biens des autres ou monter des coups. Donc, ils étaient devenus spécialistes seulement dans la filature. Ça, c'est plus facile pour eux. Et à l'enlèvement. On doit extirper nos services de renseignement de tous ces éléments. Il faut qu'on commence pour ça, qu'on démarre une réforme en ce qui concerne les services de renseignement. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de bons éléments, mais nous avons beaucoup de brebis galeuses qu'il faut arriver à extirper.
Maître Jean Scrapiamba, qu'est-ce qu'il faudrait prioriser pour les prochains gouvernements en faveur de la population? Mais il y a seulement deux secteurs les plus importants. Il y a d'abord le secteur de l'amélioration des conditions socio-économiques des agents et fonctionnaires de l'État. Ça, c'est le secteur le plus important, qui a aussi des corollaires. C'est que ça va permettre de diminuer les cas de la malnutrition. Vous savez qu'il y a des agents aujourd'hui qui ont sombré dans la malnutrition, eux-mêmes comme les membres de leur famille. Parce qu'ils n'ont pas de moyens pour nourrir leur famille. Donc les gens souffrent énormément. Les gens dorment pratiquement dehors. Il faut qu'on résolve cette question. Vous avez des agents qui travaillent beaucoup, mais qui ont à peine $100, $200. Alors que leur chef vole des millions et des millions. On doit mettre fin à ça. Deuxième secteur le plus important, c'est le secteur sécuritaire. Il faut qu'on rétablisse la sécurité, principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, la première priorité, là, pour qu'on les résolve, il faut un engagement, un travail de fond dans la lutte contre la corruption, détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux. Vous savez que c'est chaque jour ici que les gens sortent de l'argent en devise, avec la complicité de certains agents de la DGM, des services de renseignement. Donc, il faut qu'on combatte tout ça. Au sein de la magistrature, il y a certains magistrats qui continuent à s'adonner à ça. Si on ne mène pas ces combats-là avec beaucoup de rigueur, je crois qu'on pourra échouer. Si le Premier ministre, Sam Lukonde, arrivait à se contenter d'aller seulement à son bureau, participer à des réunions, à des activités au Palais du Peuple et au Conseil des ministres, s'il fait ça, il ne pourra pas aller au-delà de ce que Ilunga Ilunkamba. Vous avez dit que son bilan est lamentablement négatif. Pourquoi? Parce que tous les cas qui lui ont été référés, des comportements malsains des ministres, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba n'a jamais sanctionné sur le plan administratif. Aucun ministre. Donc il les a encouragés. Voilà pourquoi aujourd'hui le résultat est médiocre. Donc il faut que Sam Lukonde aille au-delà et soit rigoureux. Un ministre qui déborde, qui commet les gaffes, il faut le sanctionner et annoncer ça publiquement. Voilà, Maître Jean Scrapiamba, nous sommes là au mois de mars. Un petit message pour clôturer cette session d'interview à lancer aux femmes victimes des violences sexuelles, victimes de l'insécurité à l'est du pays. D'abord, un engagement que la CAGE leur manifeste, leur exprime, de continuer à les accompagner, à les écouter, à mener les mêmes combats qu'eux pour la justice, pour leur rétablissement dans leur dignité. Toutes ces femmes-là, elles ne méritent pas ce qu'elles sont en train de vivre ou ce qu'elles ont vécu. Mais nous restons ensemble, nous continuons à leur exprimer notre solidarité et notre proximité avec elles ainsi que les membres de leur famille. Et nous devons continuer à nous battre pour qu'un jour, comme nous sommes en train de nous battre, que nous ayons cette section-là de lutte contre l'impunité des crimes graves. C'est cette section avec les magistrats qui en feront partie au sein de tous les parquets que nous pourrons travailler, dénicher tous les auteurs ainsi que les complices des abus qui leur ont été commis et ils pourront être satisfaits par la justice qui leur sera rendue. Maître Jean Scrapiamba, merci. Je rappelle que vous êtes président de la CAGE, Association congolaise pour accès à la justice. Merci à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre dans cette session d'information. Retrouvez-moi dans un tout prochain numéro. À très bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés.
eu le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakombi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au Trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.